Bernard, à toi. Merci. Écoutez, mes chers amis, je suis un peu piégé parce que j'arrive du Maroc. J'étais encore hier soir au Maroc, à Marrakech, il faisait 41 degrés. J'étais, vous l'imaginez, dans une tenue tropicale élégante, mais tropicale. Et je pensais, je ne suis pas repassé par la maison, donc je pensais arriver à Paris à l'automne. Donc j'ai mis dans mes bagages qui m'ont suivi une veste de tweed. Et donc ce soir, l'élégance m'oblige à la conserver, du moins pour le moment. Et je veux dire qu'il fait assez chaud avec un tweed par cette température. Mais le but n'est pas de parler de tweed, le but est de parler du Sahel. Et puis peut-être un peu du duel également. Alors, le Sahel. La question du Sahel, si vous voulez, c'est très simple et très compliqué à la fois. Oui, effectivement. Prenons les tuves. Ça m'a rappelé mon hammam d'avant-hier soir. Voilà. Merci. Oui, merci. Donc, il y a deux manières d'aborder la question du Sahel. J'allais dire, il y a la manière journalistique, la manière immédiate. Et cette manière immédiate présente en fait une lutte contre le djihadisme avec divers mouvements djihadistes qui sont en lutte contre des pouvoirs plus ou moins officiels. Certains de ces pouvoirs officiels sont putschistes, d'autres sont issus de la démocratie. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. La réalité du Sahel, c'est la longue durée. Et si l'on n'a pas cette idée, cette réalité, cet impératif de la longue durée en tête, on ne comprend pas la question. En effet, l'erreur totale qui a été faite par nos gouvernants, c'était de croire que c'était une question religieuse. Ce n'est pas une question religieuse. Le djihadisme n'est que la surinfection d'une plaie ethno-raciale qui est millénaire. En effet, l'islam, dans ces régions, dans la région du Mali et dans la région du Niger, est une introduction récente. Il y avait certes quelques élites qui avaient été islamisées, mais le royaume Bambara est resté païen, animiste, jusqu'à 20 ou 30 ans de la conquête française. Il est resté animiste jusqu'en les années 1850-1860. La véritable islamisation de la région va se faire au XIXe siècle avec les grands djihads Peuls, qui sont officiellement des djihads religieux, mais qui en fait ne sont que la justification de l'expansionnisme des Peuls, qu'on habillait du voile religieux. Donc, cette question religieuse est une question qui est récente. Or, les oppositions entre les pasteurs et les nomades est largement antérieure. Elle date de la fin du néolithique, et même du néolithique. Alors, je disais souvent, quand j'intervenais encore avant d'en être viré à l'école de guerre et à Saint-Cyr, je dis toujours à mes auditoires, dites-vous bien une chose, c'est que si vous, demain, chef de section, chef de bataillon, etc., réussissiez à éliminer la totalité de ces groupes dits djihadistes ou islamistes, vous ne pourriez pas résoudre, vous n'auriez pas résolu pour autant la question de l'opposition millénaire entre deux modes de civilisation, le mode des sédentaires et le mode des nomades. Et cette réalité existera toujours. Alors nous sommes partis sur des fausses bases. Des fausses bases. Et le pouvoir civil est parfaitement responsable de cela. Parce que il était prévenu, les militaires le savaient. Je suis intervenu, moi, chaque fois qu'un état-major partait pour Serval ou pour Barkhane, j'intervenais. Tout le monde le savait. Les civils ont refusé de prendre en compte cela. Alors, refaisons l'historique de cette guerre actuelle. Alors, on n'y comprend plus rien. Hein, on ne comprend plus rien. Ça se passe au Mali, on se fait virer du Mali, on va au Niger, on se fait virer du Niger. Entre-temps, on se fait virer du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Essayons de comprendre les choses. Alors, la meilleure manière pour comprendre les choses, c'est la bonne vieille méthode historique de la chronologie. La chronologie, alors, on ne ment ni à la géographie ni à la chronologie. Le reste c'est du baratin pour Sciences Po ou pour ce que vous voulez. J'ai rien contre Sciences Po, parce que j'y suis rentré par la fenêtre. Mais
Et donc, tout éclate en 2010. En 2010. Il n'y a rien de djihadisme dans ce qui se passe en 2010. En 2010, il se passe des événements en Libye. Et à l'occasion de ces événements de Libye, des groupes Touaregs, qui font partie de l'armée libyenne, décident de revenir au Mali. Alors pourquoi des groupes Touaregs sont dans l'armée libyenne et pourquoi décident-ils de revenir au Mali? Tout simplement parce que il y a eu précédemment 5 guerres Touaregs. Et la première guerre Touareg a lieu dès 1963, pour des raisons de cohabitation, de population, qui sont très simples et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc, en 2007-2009 a lieu la 5e guerre Touareg, et à l'issue et cette guerre se termine comment? Par une négociation. Une négociation qui est organisée à la fois par l'Algérie et à la fois par le colonel Kadhafi. Jusque-là, le colonel Kadhafi soutenait toutes les insurrections Touareg, et au bout d'un certain temps, le colonel Kadhafi, lassé de voir les divisions des Touaregs, parce qu'on parle des divisions des Gaulois, alors chez les Berbères, c'est 100 fois plus. Hein. Les Berbères sont toujours divisés. C'est pour ça qu'ils ont été conquis, d'ailleurs, par les Arabo-musulmans, parce qu'ils se sont divisés les guerres intestines. Toute maison divisée contre elle-même périra, hein, ça c'est clair. Et donc, ces Touaregs se retrouvent face à une négociation qui est menée par la Libye, par l'Algérie, et certains de ces Touaregs s'estiment trahis par leur chef. Qui est leur chef? Yag Ag-Ghali, qui est un aristocrate de très haute lignée Ifora, un Touareg, et qui est accusé par certains Touaregs d'avoir vendu la cause Touareg au profit d'avantages multiples, etc. Donc, ceux qui ne veulent pas accepter ces accords de paix partent en Libye. Et le colonel Kadhafi les intègre dans l'armée libyenne comme élément de ses troupes sahariennes. Et puis ces Touaregs vont vite comprendre, dès le début de l'intervention Sarkozy-BHL en Libye, que Kadhafi est perdu. Et là, ils se disent, c'est pas la peine de continuer, on va être broyé avec le reste, on s'en va. Et ils reviennent au Mali. Et là, ils reviennent au Mali, nous sommes en 2010, ils fondent le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, mouvement très intéressant, parce que jusqu'à présent, toutes les guerres Touareg étaient des guerres dont le but était non pas de séparer les Touaregs du Mali, mais était au contraire de faire une place plus grande aux Touaregs par rapport à la situation, qui était une situation un peu inférieure qu'ils subissaient de la part des populations du Sud. Or là, le MNLA demande la création de l'Azawad. L'Azawad, c'est-à-dire l'État Touareg. C'est mythique, hein, parce que l'Azawad n'existe pas, soyons clairs. L'Azawad n'existe pas, c'est une immensité désertique dans laquelle il n'y a pas que des Touaregs. Il y a des Arabes à l'ouest, il y a des populations mélangées. En fait, l'Azawad, il y a 3 Azawad. Il y a l'Azawad Maure à l'ouest, il y a l'Azawad Touareg vers l'Algérie, et puis vers le fleuve, l'Azawad composite avec les Songhai, etc. Donc, c'est mythique, mais c'est quand même une réalité culturelle, politique, et puis c'est un grand rêve. Et là, il demande l'indépendance de l'Azawad. Et à la fin de l'année 2010, tout début 2011, ils se soulèvent, ils mettent en déroute l'armée malienne, comme à chaque fois, parce que chaque fois que les Touaregs sont soulevés, ils ont mis en déroute l'armée malienne, et ils avancent vers Tombouctou, etc. À ce moment-là, ils ne sont pas islamistes, hein. Donc, il n'y a rien d'islamiste dans ce mouvement du MNLA. Ce sont même des gens qui avaient lutté contre la présence de groupes islamistes venus d'Algérie, etc. Mais, Yag Ag-Ghali, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Yag Ag-Ghali pense qu'il va être le leader de cette guerre. Or, les Touaregs qui sont partis en Libye refusent de le prendre comme chef, parce qu'ils considèrent qu'ils les aurait trahis lors des négociations du précédent conflit. Bref. Donc, Yag Ag-Ghali dit, ah bon, c'est comme ça? Eh bien, moi, je vais créer mon mouvement. Et comme lucarne de visibilité, il prend le drapeau islamiste. Et il crée ce mouvement islamiste, et pour l'emporter sur le MNLA, alors nous sommes dans des guerres inter-Touaregs, hein, nous sommes dans des guerres inter-Touaregs, et pour l'emporter sur le MNLA, il dit, je vais foncer sur Bamako, où il a des complicités avec des non-Touaregs, notamment avec un certain courant islamiste, et ils foncent sur Bamako. C'est à ce moment-là que la France intervient.
Alors la France intervient comment? Eh ben, très légèrement, avec un hélicoptère, deux hélicoptères. Deux hélicoptères Alouette, qui sont basés au Burkina Faso. Et d'ailleurs, il y a un lieutenant qui est tué dans son hélicoptère. Il réussit à reposer l'hélicoptère sur la base, mais il a pris une balle qui lui a sectionné la fémorale, et donc il meurt d'hémorragie. Mais ces deux hélicoptères Alouette, très légèrement armés, bloquent la colonne qui descend sur Bamako et déclencher l'opération Serval. Alors l'opération Serval, l'armée française arrive. Et là, erreur d'analyse dès le départ, complète. On va lutter contre les islamistes. Pourquoi? Parce que les islamistes représentent un danger pour les attentats en France. Baratin complet. Il n'y a jamais eu le moindre attentat commis en France par des islamistes venus du Sahel. Il y a eu une tentative, mais le gars a été arrêté. Les attentats ne viennent pas du tout du Sahel. Ce sont des causes sahélo-sahéliennes. Donc, guerre contre le djihadisme, guerre contre le terrorisme, et l'armée française, drapeau au vent, part à la reconquête, sans problème, du Nord Mali. Là, c'est l'erreur. C'est l'erreur, parce que quel est le problème politique du Mali? Le problème politique du Mali, c'est l'ethno-démocratie électorale, l'ethno-mathématique électorale. Les Touaregs représentent moins de 10% de la population, ce qui fait que dans toute élection, ils vont perdre. Et qu'est-ce que la démocratie? C'est la loi du nombre. On additionne. Et les pouvoirs sudistes disent, bon, pourquoi vous, Français, voulez-vous que nous fassions une place aux Touaregs, qui ne font que 10%? De mémoire, vous avez des candidats qui font 40% au présidentiel, vous ne leur donnez pas des sièges de ministre, il n'y a pas de partage des pouvoirs. Donc il y aurait une démocratie pour les Blancs et une démocratie pour les Noirs. C'est du racisme. Vous voyez, pris au piège, la France prise au piège de ses préjugés et de son idéologie démocratique. Alors que la solution eût été la suivante, qui aurait empêché complètement la contagion. Parce que c'est à partir du Mali qu'il y a la contagion au Burkina, qu'il y a la contagion au Niger, qu'il y a la contagion dans le nord de la Côte d'Ivoire, et qu'il risque d'y avoir la contagion ailleurs. La solution eût été très simple. Il eût suffi de conditionner la progression de l'armée française vers le nord à des concessions juridiques ou constitutionnelles faites par le pouvoir de Bamako. Voilà, écoutez, parfait, on va reprendre Gao, on va reprendre Tombouctou pour éviter l'éclatement du Mali, mais débrouillez-vous à vous arranger dans votre constitution pour que les Touaregs aient quand même un rôle, ne soient pas considérés comme des parias. Autrement, il y aura des guerres éternelles. La guerre ne cessera jamais. Eh bien, nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que l'analyse était fausse. Fausse, parce que nous avions mis en évidence la question religieuse, qui n'est pas le problème, et deuxièmement, parce que les autorités françaises ont refusé de prendre en compte les faits, la réalité ethnique. C'était très mal vu. Parler de l'ethnisme, ça voulait dire que l'universalité de l'homme n'existe pas. Or, il suffit bien entendu, dans l'esprit des gens héritiers de la Troisième République, il suffit, à partir du moment où on sait lire Victor Hugo, on fait partie de la même communauté universelle française. Donc, erreur totale d'appréciation. Chose que les Britanniques n'ont jamais fait. Les Britanniques n'ont jamais cherché à... Moi, je dis toujours, hein, c'est une phrase que je ressors souvent, la différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise, c'est que les Britanniques ont laissé des habitudes et nous avons laissé des certitudes. Vous voyez, c'est pas la même chose. On a laissé des certitudes philosophiques avec des notions universalistes qui font que tout capote. Donc, nous nous retrouvons avec une situation, l'armée française reconquiert le Mali pour le compte de Bamako, mais interdit aux forces et à l'administration de Bamako de monter en pays Touareg. Voilà. Se pose un vrai problème. Nous sommes en 2014. En 2014, j'ai fait un communiqué qui avait pour titre « La France entre l'enclume et le marteau ». Et à partir de ce moment-là, nous sommes entre l'enclume et le marteau. Pourquoi? Parce que les autorités de Bamako nous disent « Ah ben merci les Français, vous nous avez sauvés, magnifique, mais pourquoi nous empêchez-vous de remettre notre administration dans le Nord? Notre pays est indépendant, vous en empêchez. » Et la France ne peut pas laisser monter les autorités maliennes dans le Nord, puisqu'elles ont été chassées par les Touaregs, et que les Touaregs ont aidé les Français, enfin les Touaregs du MNLA, ont aidé les Français
lors de la guerre des Ifora pour débusquer, effectivement, les groupes djihadistes qui s'y trouvaient. Donc, la France joue sur deux feux à la fois. On empêche l'armée malienne de revenir dans le nord, et les Touaregs nous disent, attention, là, vous êtes en train de négocier, parce que quand vous allez partir, l'armée du Sud va remonter, donc la guerre va recommencer. Donc on se trouve dans une situation qui est mauvaise. Sur ce, la contagion, voyez donc, nous sommes avant la contagion, donc il y avait la possibilité d'empêcher la guerre. Alors, tout est parti uniquement d'un soulèvement touareg. Et là, on l'oublie, ça. Aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Avec le temps, on ne sait plus du tout comment a été déclenchée la situation. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, je le dirai tout à l'heure, retour au point de départ. Et nous sommes aujourd'hui retour au point 2011. Alors ensuite, tout va dégénérer, parce qu'un mouvement va se développer dans le Massina, au sud, avec les Peuls, avec certains Peuls, pas avec tous les Peuls, et la situation dégénère. Jusqu'au moment où, et c'est là où se situe la principale erreur française. Donc il y a une erreur de départ, et une erreur pendant les événements. Alors, ça c'est fondamental, il faut bien me suivre là-dessus, c'est fondamental. Il y a eu un moment où le paradigme a changé. Un moment où le paradigme a changé quand l'armée française a liquidé les chefs d'AQMI, qui étaient des Arabes algériens, qui étaient issus de la décennie noire et du terrorisme algérien, notamment Drogdel. À partir du moment des opérations commando, qui ont été admirablement menées par l'armée française, qui sait bien faire ça, et nous avons liquidé les 3 chefs qui étaient des chefs vraiment d'AQMI djihadistes. Que voulaient-ils, ces chefs djihadistes? Ils voulaient des califats qui nient les réalités ethniques, qui nient les États, car chaque État est considéré comme un affaiblissement de la Houmma, de la communauté universelle des musulmans. Là, nous avons l'universalisme républicain, et les musulmans fondamentalistes ont l'universalisme de la Houmma. Toujours, attention aux universalismes, c'est toujours ça, c'est le universalisme égale Achtung, danger. Hein. Et alors, donc, oui, l'universalisme, danger, oui, pourquoi? Parce que l'universalisme considère que l'homme, moi je ne connais pas l'homme, je laisse ça aux religieux, mais en tant qu'un ethnologue ne connaît pas l'homme. Il va connaître tel peuple, tel peuple, tel peuple. C'est comme un paysan, il ne connaît pas l'arbre, le pays. Il connaît le pommier, il connaît le dattier, il connaît le cacaoyer, mais il connaît pas. L'arbre, ça ne veut rien dire. Bon. Comme dire l'animal. Oui, on connaît l'animal. Il y a le zèbre, il y a le lion, il y a le cheval. Bon. Alors, ça, c'est le problème qui est fondamental. Je parle en ethnologue, hein, je ne parle pas en religieux. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est tout à fait intéressante parce que les chefs djihadistes d'AQMI, qui étaient des Algériens, sont morts. Ce qui fait que cela change totalement la réalité du problème. Parce que les Touaregs, et notamment Yaga Gali, deviennent les patrons sur place. Alors qu'avant, ils étaient subordonnés aux chefs d'AQMI qui venaient de l'extérieur. Et ces chefs d'AQMI qui développaient une théorie de l'universalisme, de la Houmma, des califats. Et ça, les autorités françaises ne l'ont pas vu. Et pourtant, j'en étais prévenu. Hein. À mon modeste niveau, j'ai fait rapport sur rapport, pas de nier, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, le mouvement n'était pas un mouvement djihadiste, mais un mouvement ethno-djihadiste. Car pour des gens comme Yag Gali ou comme Oufa, parti des Peuls, l'essentiel était certes la religion, mais sur un peuple, sur un sol, sur un socle. C'est-à-dire, on n'était plus du tout dans la Houma, on était dans la réalité ethno-territoriale. Et ça, c'est fondamental. Et là, il y avait l'occasion d'une négociation immédiate. Négociation immédiate que nous avons refusé de faire. Mieux que cela, le président Macron a donné ordre d'abattre Yag Gali. Ennemi numéro 1, Yag Gali, ennemi numéro 1. Abattre. Heureusement que les généraux français qui se sont succédés sur place
se sont arrangés pour que Yagali ne soit pas liquidé, parce qu'autrement, le problème aurait été insoluble, parce que nous sommes revenus maintenant au point de départ. Nous sommes revenus au point de départ. Qu'est-ce que ce point de départ? Mais ce point de départ, c'est simple. L'armée française a quitté le Mali, donc l'armée malienne ne tient plus rien, à peine Bamako. Wagner est totalement inopérant. Wagner va permettre de sécuriser Bamako. Il y a eu encore la semaine dernière une attaque des Touaregs sur une grosse garnison malienne qui était encadrée par Wagner. C'était la déroute. C'était la déroute. Donc, on se retrouve au Niger, les Touaregs contestent la junte. Donc, on est en train de revoir un mouvement Touareg qui se reconstitue. Et le plus intéressant dans l'affaire, c'est que Yagali est redevenu le patron de tous les Touaregs. L'autre jour, j'écoutais l'interview du chef islamiste qui est en train d'encercler Bamako, qui coupe la circulation de Bamako. Alors, évidemment, Salo Goré, j'ai bien écouté jusqu'au bout Salo Goré, et puis à la fin, il laissait bien entendre qu'ils étaient aux ordres de Yagali maintenant. Donc, Yagali a refait l'unité des Touaregs, et se retrouve dans la situation de 2011, avec une différence, c'est qu'en 2011, les Touaregs étaient divisés entre Touaregs islamistes et Touaregs du MNLA qui se combattaient, ils sont unis. Alors, que va-t-il se passer, puisque nous ne sommes plus là pour défendre Bamako? Bien, il va se passer, très probablement, que le régime malien va être renversé par ces groupes nordistes. Au Niger, au Niger, la situation est une situation qui ressemble étrangement, avec une différence qui est que, vous allez me dire, alors, votre comment dirais-je, approche ethno-mathématique ne marche pas au Niger, puisque Issoufou, qui est un arabe, représente moins de 1% de la population. Comment pouvait-il être au pouvoir démocratiquement? Tout simplement parce que Issoufou était le prêtre... Pardon, Issoufou... était le prête-nom d'Issoufou, qui, dans le cadre du parti unique, l'avait mis au pouvoir pour lui garder la place au chaud. Et à partir de ce moment-là, il y a eu Bazoum, qui était mis au chaud par Issoufou, a pris une certaine autonomie et a fait la bêtise d'essayer de reprendre en main une partie des subventions, des profits occultes du pétrole, qui étaient en grande partie entre les mains des militaires. Il a voulu un peu changer, vous voyez, il y a le fromage, il a voulu faire tourner l'assiette à fromage, et bon, il y a eu tous ces événements qui ont fait qu'il a été renversé. Et nous nous retrouvons au Niger avec la même situation. Même situation, l'armée française s'en va, l'armée du Niger prend également des volées permanentes, avec là un problème supplémentaire. C'est que les islamistes qui sont au Niger, dans la région des Trois Frontières, ce ne sont pas les gens d'AQMI. Parce que les gens d'AQMI, eux, je vous l'ai dit, dans cette région, je ne parle pas d'AQMI dans le monde, dans cette région sont des ethno-djihadistes, ou des djihado-ethniques, tandis que les gens de l'État islamique, le UGS, pas du tout. Alors eux, ce sont des vrais islamistes qui sont véritablement pour le califat et qui sont pour la destruction des États locaux. Et à l'heure actuelle, qui les combat? C'est pas l'armée du Niger, c'est pas l'armée du Mali, ce sont les Touaregs du MNLA. Les principaux combats qui se déroulent sont des combats qui se déroulent au nord de la région des Trois Frontières, justement entre les Touaregs, aussi bien les Touaregs traditionnels que les Imrad, ce qu'on appelle les Touaregs noirs, mais qui sont de culture Touareg, et qui ont de très bonnes unités militaires d'ailleurs. Et le combat se déroule là. Et donc c'est une situation qui est une situation excessivement grave, parce que la junte militaire du Mali et la junte militaire du Niger, ils roulent des mécaniques, on veut le départ des Français, etc., etc. Oui, mais ils sont incapables de tenir le terrain. Incapables. L'autre jour, l'armée malienne s'est fait descendre, elle avait 5 ou 6 petits avions légers, il y en a eu 3 qui ont été abattus. La principale garnison du Nord a été prise. Et les villes du Nord sont... Tombouctou est quasiment encerclée. Le ravitaillement n'arrive plus à Tombouctou.
Donc on se retrouve exactement, j'ai fait un communiqué il y a quelques temps, retour au point de départ. Retour au point de départ avec ce mouvement qui s'inscrit dans la longue durée. Et je reviens à mon introduction. Donc, tout ceci a été de la poudre aux yeux. Tout ceci a été, si vous voulez, miroir aux alouettes. Et la vraie réalité revient, c'est-à-dire l'opposition entre ces groupes nordistes, Touaregs essentiellement, également morts un peu plus à l'ouest, et les populations du sud. Tout simplement. Pourquoi? Parce que depuis le néolithique, c'est ce qui se passe. Avec l'assèchement du Sahara progressif, les populations sont descendues vers le sud. Ensuite est arrivée l'invention de l'agriculture avec le néolithique et les sédentaires. C'est créé une civilisation sédentaire le long des fleuves, depuis le Sénégal jusqu'au Niger et puis jusqu'au lac Tchad. Et ces populations sédentaires qui sont accrochées aux fleuves sont traditionnellement pillées par les populations du désert qui n'ont rien à manger et qui traditionnellement viennent piller le sud. Alors, soit les gens se battent, se défendent, soit ils sont mis en soumission. Et soit parfois ils résistent, parce qu'il fut un temps où les Touaregs étaient tenus en respect par les Bambara, parce que les royaumes Bambara, qui ont été de grands royaumes, ont résisté pendant plus de 2 siècles à la poussée du nord, des Touaregs, et à la poussée des Peuls plus au sud. Et quand la colonisation française se fait dans cette région, dans les années 1880, je ne parle pas du Sénégal, je parle vers la boule du Niger, dans les années 1895-96, le royaume Bambara n'a disparu que depuis quelques dizaines d'années. Ce qui fait que ça va expliquer pourquoi il y a tout de suite un tel recrutement qu'on appelle de tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas sénégalais, ce sont des Maliens, ce sont essentiellement des Bambara, qui vont rentrer dans l'armée française pour se venger de ceux qui les ont pillés, qui les ont détruits, qui ont vendu leurs membres en esclavage lorsqu'il y a eu le grand mouvement des Peuls entre le 18e et la conquête française de 1895-96. Alors, c'est extraordinaire. C'est que nous avons la longue durée qui explique le phénomène. Nous revenons à la réalité de la longue durée et nous revenons à des zones de combat qui sont des zones qui étaient celles qui étaient également en pleine anarchie en 1895-96. C'est-à-dire que la colonisation n'aurait été qu'une brève parenthèse qui aura mis entre parenthèses, qui aura gelé des conflits qui se sont réveillés après, qui auront mis un certain temps à se développer. Et maintenant, comme il n'y a plus de politique française dans la région sahélienne, l'on voit véritablement ces mouvements de fond, ces lames de fond, ces mouvements qui sont même pas séculaires, qui sont millénaires, qui se réalisent à nouveau. Alors j'ai discuté tout à l'heure avec un militaire qui était dans la région des 3 frontières et qui me disait, c'est extraordinaire, parce que dans cette région des 3 frontières, dans les villages dans lesquels nous rentrions, il n'y avait plus que des Peuls. Toutes les autres populations étaient parties. Alors, on ne sait pas, massacrées, parties, on ne peut pas, on ne sait pas. Et des huttes vides partout, et au milieu, les troupeaux de Peuls qui se promenaient. Donc, exactement la situation des années 1895. Et à l'époque, on ne parlait pas d'islamisme, on ne parlait pas de terrorisme islamiste, et on ne risquait pas d'avoir des bombes sous la tour Eiffel. Donc, c'est un phénomène très important qu'il faut étudier dans la longue durée, qu'il faut étudier avec l'œil de l'historien, avec le regard du géographe, avec le regard de l'ethnologue. C'est-à-dire il faut partir toujours de la terre et les hommes. Et oublier complètement toutes les réalités philosophiques, oublier complètement toutes les grandes idées peuvent être généreuses ou autres. Tout ceci, c'est de l'exotisme pour ces pays. Tout ceci est complètement plaqué, forcément plaqué, parce que notre civilisation est une civilisation qui repose sur l'individu. Tandis que les civilisations africaines sont des civilisations de la communauté. D'ailleurs, les civilisations traditionnelles sont toutes communautaires. Nous, si nous ne sommes pas communautaires, c'est parce que nous avons subi des traumatismes historiques. Nos sociétés étaient communautaires jusqu'à l'époque moderne. Elles ont été détruites par la Révolution française.
elles ont été détruites par l'individualisme, elles ont été détruites par la notion des droits de l'homme, pardon, elles ont été détruites par tout ce système politique qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des individus face à l'État. Le seul pouvoir, c'est tout intervalle régulier ou irrégulier, mettre un bout de papier dans une caisse en bois et il sort un pouvoir. Tous nos corps intermédiaires ont été détruits. La loi Le Chapelier, par exemple, qui a détruit les corporations, qui a détruit toutes ces organisations communautaires, les organisations villageoises, tout cela a été détruit. Et pas en Afrique. Alors comment voulez-vous faire un transfert de notre idéologie politique, qui est le produit d'une histoire spécifique, sur des sociétés qui ont une autre histoire? Alors je dis toujours, moi, du temps où j'enseignais à l'université, il y a longtemps, du temps où je faisais des cours d'histoire de l'Afrique, je disais toujours, vous voyez, nous, en Europe, et spécialement en France, abordons l'histoire autour de 4 périodes. L'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Pourquoi ces 4 périodes? Parce que chaque fois, il y a une césure fondamentale qui fait changer de paradigme. Alors, l'histoire ancienne se termine avec la fin de Rome. Rome n'est pas présente en Afrique. Rome n'a jamais été en Afrique, c'est en Afrique du Nord, bien sûr. Mais au sud du Sahara, Rome est inconnue. Donc, histoire ancienne, ça ne veut rien dire. L'histoire du Moyen-Âge va se terminer quand va éclater la réforme protestante. Ah bon? En quoi l'Afrique est-elle concernée par cela? Etc., etc. Donc, si vous voulez, nous avons, nous, une histoire qui est coupée en périodes, qui est coupée en phases, qui ne correspondent pas aux phases de l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique a d'autres définitions. D'autres définitions, c'est le premier âge du fer, c'est le deuxième âge du fer, ce sont les périodes de généralisation de tel ou tel type d'agriculture qui vont permettre de développer tel ou tel type, moi c'est le sujet de ma thèse de doctorat d'État, alors bon, développer tel ou tel type de société, et qui vont permettre de développer tel type d'État. Il est bien évident que, prenons par exemple un cas très simple, dans toutes les sociétés africaines, les pasteurs, dans aucune société africaine, les pasteurs, à l'époque précoloniale, n'ont constitué d'État, avec 2 exceptions. Alors, première exception récente, les Peuls avec les grands djihad dans l'Ouest africain, mais c'est une exception très récente qui est liée à cet expansionnisme Peul. Dans toute l'histoire de l'Afrique, la seule autre région dans laquelle l'on voit des pasteurs créer des États, c'est le Rwanda et c'est le Burundi. Pourquoi? Parce que dans toutes les autres régions africaines, il n'y a pas de compétition pour l'espace. Parce que les pasteurs ont les immensités pastorales, les agriculteurs ont leur zone de défrichement, tandis que dans les hautes terres de l'Afrique de l'Est, Ouganda, Rwanda et Burundi, la terre est tellement riche, on fait 3 récoltes par an, tout pousse, donc il y a concentration de population très tôt. Et la concentration de population très tôt fait que dès le XIIIe, XIVe siècle, il y a compétition pour l'espace. Et là, les pasteurs vont se retrouver, donc les Tutsis, vont se retrouver face à une réalité. Soit ils laissent les Hutus, les agriculteurs, continuer à se développer et les vaches n'auront plus de pâturage, soit la formule politique disait préserver les biens de la vache contre la rapacité de la houe. Et ils vont inventer un système politique qui est tout à fait incroyable, qui va être un système dans lequel ils vont mettre les Hutus en esclavage, mais en esclavage consenti. En échange de la remise d'une vache, les Hutus, qui ont le clan, la famille qui aura reçu la vache, va devenir l'obligé du lignage Tutsi. Ce qui fait que toute la société va être organisée non pas autour de l'homme, mais autour de la vache. L'homme n'existe pas. Il y a le roi, le moimi, les vaches, et en dessous, les hommes. Et en fonction des vaches, on va retrouver un peu cela, mais d'une manière différente chez les Peuls. Et en fonction de cela, vous avez une pyramide qui se fait, et la vache, pardon,
le pâturage appartient à la vache n'appartient pas à l'homme, elle appartient au roi. Donc, à partir de ce moment-là, mise en suggestion et création de l'État, avec un État d'une certaine manière centralisé, qui est le royaume du Rwanda, qui va exister jusqu'à la révolution de 1959, qui va ensuite connaître le Rwanda, le génocide que nous avons connu, là encore la démocratie qui a provoqué le génocide, l'Église catholique et la démocratie. Et l'Église catholique qui a voulu imposer la démocratie chrétienne, et résultat, bon, le génocide du Rwanda. Alors, vous voyez, c'est tout à fait intéressant de voir ça, parce que nous sommes dans des définitions qui sont des longues définitions. Nous sommes face à des réalités différentes. Et la coopération, notre politique, c'était celle du jardinier fou. Oui. Le jardinier fou qui a voulu greffer des prunes sur un palmier. Bon, ben non, ça marche pas. Et même si vous, qu'avons-nous fait? Ben, on a mis des milliards, ben, c'est de l'engrais, et ça pousse pas. Bon. Et aujourd'hui, les Africains se rendent compte que ça pousse pas. Ils se rendent compte qu'on leur a menti. Ils se rendent compte que le discours de la Baule est un gros mensonge. Ils se rendent compte que Mitterrand leur a menti quand il leur a dit « Mais si l'Afrique ne se développe pas… » Je parle de l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone a d'autres définitions. « Ah, si vous avez des problèmes, si l'Afrique ne se développe pas, c'est par manque de démocratie. » Alors, abandonnez le parti unique, passez au suffrage universel et au multipartisme, et vous allez voir, tout va aller pour le mieux. Anarchie partout. Coup d'État partout, tribalisme, développement des intérêts particuliers, bien entendu, et jusqu'au moment où certains gouvernements africains se disent bon ben oui, là les blancs, là les Toubabs, ils nous racontent des bêtises. Et rejet et c'est ce qu'on a vu en Guinée, c'est ce qu'on a vu au Mali, c'est ce qu'on a vu au Burkina Faso, c'est ce qu'on a vu au Niger, c'est ce qu'on va voir demain au Tchad, et qu'on va voir probablement au Cameroun, et qu'on va voir, avec un retour sur d'autres définitions. Et face à cela, au lieu de prendre en compte les réalités, nous les Maurrassiens, nous disons, au lieu de faire de l'empirisme organisateur, ben nous continuons à faire de l'idéologie. Non, démocratie, élection, suffrage universel. Et chaque fois qu'il y a un coup d'État, au lieu de poser la question, bon, il y a un coup d'État, d'accord, quel est le problème, qui a fait le coup d'État, pour quelle raison, condamnation immédiate, on ne discute pas avec vous, vous avez bafoué Dieu démocratie, donc vous êtes et des relapses même, parce que plusieurs fois le coup d'État, donc on ne discute plus avec vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en Afrique. En Afrique, il n'y a jamais de rupture dans la discussion en Afrique. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe en Afrique. Dans la société traditionnelle, je parle de la société traditionnelle, on n'humilie pas les gens qui sont là. Dans la société traditionnelle, il y avait la palabre, qui était un grand exercice démocratique, la palabre. Parce que tout le monde ne pouvait pas tout le monde. Non. Parler des hommes qui avaient eu des enfants. Il est évident que ceux qui avaient refusé, pour des raisons ou autres, de se reproduire, eux étaient écartés. Et les jeunes, les chefs de famille, qui discutaient. Et le chef écoutait tout. Ça pouvait durer 2 jours, 3 jours. Il n'humiliait personne, puis à la fin, il prenait une décision. C'est un peu ce que les marxistes appellent le centralisme démocratique. Oui. Non, et à la fin, il prenait une décision, en prenant bien soin de n'humilier personne. Il n'arrivait pas comme responsable politique, démocratie, élection, ceci, cela, il faut faire tel développement. Non, échec complet. Et le drame, c'est que ça ne sert pas de leçon. Cela ne sert pas de leçon à nos dirigeants, qui continuent à regarder. Et en plus, ils perdent la face dans l'affaire du Niger. Nous ne discuterons jamais avec les mutins et nous ne reconnaissons qu'un seul président, le président Bazoum. Et l'armée française ne partira pas. Et l'ambassadeur restera. Bon, quand on n'est pas capable, là on perd la face. Ça c'est grave. Parce que on peut toujours ne pas tenir sa parole, ça s'arrange. Mais perdre la face, ça c'est inadmissible. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est ce qu'il y a de plus grave en Afrique. Avec en plus, comment voulez-vous être respecté? Comment voulez-vous être respecté quand
la France nomme un ambassadeur à la cause LGBT. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En Afrique. Aux Afriques. Aux Afriques. Aux Afriques. C'est la théorie du genre. Mais les Africains, mais juste, sont révulsés, comme je le suis d'ailleurs. Ils sont révulsés par ce genre de choses. Et, si vous voulez, c'est la violation des lois naturelles. Alors là, vous voyez, le plus grave, c'est que nous avons imposé à l'Afrique des systèmes qui sont totalement étrangers à l'Afrique, et maintenant nous voulons imposer à l'Afrique un ordre artificiel qui va contre les lois de la nature. Ce qui fait que c'est une situation de mépris complet. Les Russes jouent sur du velours. Ben, ils jouent sur du velours. Ah, les Russes ne vont pas développer l'Afrique. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas l'intention. Bon. Mais au moins, disent les Africains, ils ne viennent pas nous obliger à nous marier entre hommes. Non, ouais. Je vois mal les Cosaques se marier entre hommes d'ailleurs. Mais voilà, donc très rapidement, ce qu'on pouvait dire pardon, comme vision générale sur cette question du Sahel. Et alors, bon, moi j'ai fait dans le numéro de l'Afrique réelle un dossier sur qu'est-ce qui pourrait être la future politique française en Afrique. Moi, je parle du réel. Moi, je suis vraiment, de ce côté-là, je suis vraiment resté maurassien. Pour ça, moi, je parle vraiment du réel. Le réel, première question. Avons-nous des intérêts en Afrique? Oui ou non? Oui, dans telle région, non ailleurs. Nous n'avons pas d'intérêt au Sahel, c'est clair. Le Sahel représente 0,03% du commerce extérieur français, uranium compris. L'uranium du Niger n'a aucun intérêt pour nous. Il en a eu. Il en a eu. Mais savez-vous qu'en France, il y a 213 mines d'uranium qui sont fermées. Les écologistes ont fait fermer 213 mines d'uranium. Nous décidons demain de rouvrir nos mines, nous sommes totalement autonomes. Il y a notamment une mine dans le Tarn et Garonne qui produit la production de 4 années. Bon, on le sait, tout est là, comme du pétrole. Il y en a dans le golfe de Gascogne. Les écologistes ont interdit les prospections. Donc nous sommes masochistes en plus. Donc le Sahel ne compte pas pour nous. Moi, je préconise un retour à la situation du XVIIIe siècle. Pas un retour bateau à voile, mais un retour sur le littoral. Merci, là j'avais un chat dans la gorge. Je pense qu'il faut redéfinir notre politique en basculant sur le littoral. Puisque le Sahel ne veut pas de nous, comme dirait De Gaulle, je vous souhaite bien du plaisir, à vous les Russes, à vous les Chinois, allez-y. Nous, on a donné, bon, on s'en va. Et je pense qu'il faut que nous développions des relations très importantes avec les pays du littoral et avec les pays anglophones. Parce que dans les pays anglophones, la France n'a pas le péché colonial comme chez certains intellectuels de l'Afrique de l'Ouest. Et un partenariat très étroit avec l'Afrique du Nord. Moi, je crois profondément, ce partenariat qui ne peut pas exister à l'heure actuelle pour deux raisons. Grâce au tandem Sarkozy-BHL avec la guerre de Libye, qui a démoli véritablement. Mais ça, c'est criminel. Ce qui s'est passé en Libye est criminel. La Libye était le pays d'Afrique qui avait le plus haut niveau de vie, les hôpitaux qui tournaient, tout fonctionnait. Moi, j'ai bien connu la Libye, j'ai fait de l'archéologie en Libye, etc. Incroyable. C'était, si vous voulez, ça allait peut-être devenir un Dubaï africain. On le casse. Résultat, une anarchie pauvre. Je vois vraiment pas comment la Libye peut s'en sortir, à moins de créer deux États. Bon. Et puis l'Algérie, parce que l'Algérie sont des écorchés vifs en Algérie. Hein, dès qu'on dit, ils prennent tout mal. Ils prennent tout mal. Vous êtes beaux, vous êtes racistes, nous ne sommes pas beaux, nous sommes très beaux. Bon. Non, mais ça, c'est... Nous sommes les plus beaux, même. Oui, d'accord. D'accord. Mais moi, je crois que l'avenir, c'est un grand partenariat
nord-africains, et puis, comment dirais-je, des relations avec les pays du littoral. Puis on verra plus tard, hein, on verra plus tard. Dans 20 ou dans 30 ans, ou peut-être même avant, la situation va être telle dans toute cette région du Sahel qu'il va peut-être y avoir des évolutions. Alors moi, je serais partisan de ne pas y retourner. Hein. On a donné en 1895, on a redonné avec Serval, on s'est fait jeter au moment de l'indépendance, on s'est fait jeter, non, ça va, hein, c'est clair, bon, vous êtes indépendant, gars, vous restez chez vous, très bien. Euh, et avoir des rapports, et puis surtout, il faut avoir des rapports, comment dirais-je, bon, il ne faut pas arriver les pieds en dedans, marchant comme ça, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. Non, 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 on n'est pas coupable. On n'a pas jugé l'histoire. L'histoire, c'est moi qui suis monarchiste, je défends Napoléon. C'est une continuité, bon sang. On peut préférer l'histoire, on n'a pas gommé une partie du passé. C'est le tronc, etc. Et donc, il faut arriver en disant, écoutez, c'est simple, hein. Il y a un problème entre vous et moi? Allez, on s'assied, on boit un coup. Quel est votre problème? On va chacun mettre. Et puis on s'engueule, on se fout 2 claques dans la gueule s'il faut, et puis après c'est fini, on a purgé. Avec l'Algérie, c'est impossible. C'est impossible avec l'Algérie. Chaque fois que vous donnez, et Macron est à 4 pattes, mais il va finir à plat ventre. Hein. Non, mais ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Et il faut vraiment avoir une vision. Il faut avoir une vision claire. Il faut parler franchement. Quoi. Il faut parler franchement. Autrement, on reste dans une situation de non décolonisé. Avec les Algériens, une bonne fois, là, va s'éclater leur fausse histoire et qu'on en arrive. En Algérie, la rentrée des classes se fait toujours avec. Bon, il y a 2 bêtes noires pour l'Algérie, dans l'ordre, la France et le Maroc, ou le Maroc ou la France. Bon. Et tous les problèmes, ça vient de la France et du Maroc. Bon, il faut quand même devenir adulte un jour. Il faut quand même demander pourquoi, depuis 1962, le pays le plus équipé, le pays qui avait reçu le plus d'héritage de la colonisation, le pays qui a eu un pétrole découvert par les Français, mis en service par les Français, et qui a engendré des milliards, de centaines, de milliers de milliards de bénéfices, ça n'a pas servi à développer la population. Vous voyez le Maroc à côté, qui n'a pas de richesse, et quand vous voyez comment le Maroc évolue, c'est absolument incroyable. Bon. Alors, donc, si vous voulez, c'est pas à nous de faire un acte de construction. C'est aux Algériens. J'ai pensé, moi, que l'Irak allait permettre de changer tous les Chibani, là, tous les pseudo-combattants, et qui vit sur la légende de la guerre d'Algérie. Boumedienne, chef de l'armée, qui n'avait jamais tiré un coup de fusil contre les Français. C'est pas extraordinaire. Tandis que les vrais combattants, les vrais, il y en a eu des vrais combattants, mais j'étais bien battu contre les Français. Les gars du maquis ont été liquidés à l'indépendance par les planqués qui étaient au Maroc et en Algérie. C'est le coup d'État contre le GPRA en 62-63. Alors toute la fausse histoire est là. Et comme cette histoire algérienne est fausse, et comme le système repose sur une fausse histoire, il ne peut pas reculer. Quand Macron ni connaissance complète de la réalité. Quand Macron dit il faut une commission d'historiens, mais pas possible. Parce qu'en face, si les historiens algériens étudient leur propre histoire, ils vont saper les fondements même du système actuel. Parce que ceux qui ont fait la guerre contre les Français ont été liquidés en 63 par ceux qui n'avaient pas fait la guerre, ceux qui étaient à l'extérieur. Et l'esprit de la Soumam a été balancé par l'armée des frontières. Donc ils ne peuvent pas. Non, vous ne pouvez pas faire une commission d'historiens alors que nous sommes prêts à tout mettre sur la table et qu'en face, il y a des gens qui se murent dans leur fausse histoire. D'ailleurs, la commission Stora n'a pas avancé parce que on s'est déculottés en permanence, mais en face, ils n'ont pas ouvert leurs archives. Bon. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Donc, la seule solution, c'est d'être ferme, une bonne fois pour toutes, et dire, écoutez, voilà, non, ça suffit, vous êtes indépendants depuis 1962, où vous êtes toujours comportés comme des enfants, vous comportez comme des adultes. Et à ce moment-là, on peut discuter, comme on dit avec le Maroc, comme on a discuté avec la Tunisie, il n'y a pas de problème. Hein, je sais qu'il y a entre le Maroc et la France, il y a eu des brouilles, mais il n'y a pas cette incommunicabilité qui existe. Alors, voilà le problème qui existe, un problème qui est un problème à la fois culturel, un problème religieux,
un problème philosophique, pardon, pas religieux, un problème qui est un problème de définition de la réalité, un problème de refus du réel. Refus du réel qui va exploser à la figure, hein, comme dans d'autres zones, hein, comme en Ukraine, Russie, le réel va finir par exploser à la figure. Hein. Le réel, c'est que, bon, il y a de côté un empire, puis de l'autre côté, bon, bref, ça va, le réel va exploser, ça c'est certain. Et en Afrique, eh ben, il va exploser à la figure. Malheureusement, à la différence des Anglais, des Britanniques, nous ne sommes pas capables de prendre en compte la situation nouvelle. Et nous nous ancrons sur nos définitions. Les uns ont laissé des habitudes, nous avons laissé des certitudes. Et nos certitudes démocratiques sont d'autant plus aggravées aujourd'hui qu'elles se doublent maintenant de certitudes d'ordre des vies, c'est-à-dire de mœurs, c'est-à-dire l'histoire du genre, etc. Donc, c'est un grand rejet, et vous le sentez en Afrique. Et alors, quand vous allez dans les Afriques, les Africains sont malheureux, ils sont malheureux pour nous, hein. Ils sont malheureux pour nous parce qu'ils nous aiment bien, ils nous aiment bien, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ils n'osent pas trop aborder le problème. Je ne parle pas des intellos décérébrés par nos universités. Je parle des gens qui sont enracinés dans leur comment dirais-je, je parle de mes collègues africanistes, africains d'Afrique. Je parle pas des pérégrins qui passent 3 mois dans leur pays et 9 mois à la Sorbonne à faire les beaux. Hein. Non, je parle des vrais Africains. Ils nous aiment bien et ils disent bon, c'est bizarre ce qui se passe chez vous. Ah bon, donc on savait pas qu'un homme pouvait être enceinte. C'est des choses qui sont maintenant. Voilà, bon, ben rapidement, nous avons chevauché cette histoire du Sahel et surtout pas de certitude. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.